Et l'invité de Thierry Croiset, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir réservé votre première interview télé de l'année à notre chaîne et à Thierry Croiset. On est en plein cœur de l'actualité sur l'affaire Dieudonné. Dans 15 minutes, le Conseil d'État va rendre sa décision. Ce matin, le tribunal administratif a annulé l'interdiction du spectacle. C'est un risque politique maximum pour Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'il a agi correctement? Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que c'est une victoire pour lui ce soir, selon vous? D'abord, il y a une unanimité aujourd'hui, une quasi-unanimité pour reconnaître, pour considérer, pour dire que les propos de Dieudonné sont abjects. Donc, la question se niche pas là. Je voudrais qu'on le rappelle parce qu'à force de s'enferrer dans la polémique, est-ce que Valls a eu raison ou tort, on oublie quand même le cœur du sujet. Le problème, c'est comment on met en œuvre, finalement, comment on donne corps à ce rejet unanime. Avec la loi. Avec la loi, bien sûr. Mais est-ce que c'est le bon chemin? Si le Conseil d'État, ce soir, donne raison, en quelque sorte, au tribunal administratif, si le spectacle est maintenu, c'est d'une certaine manière l'autorité qui aura été affaiblie, l'autorité de l'État, l'autorité du ministère de l'Intérieur, de ce qu'il représente. Et je me pose la question de savoir si la loi Guessot, la loi de 1990, qui regroupe énormément d'outils pour pouvoir lutter contre ces propos, la loi Guessot, elle, est bien mise en œuvre. Concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Manuel Valls si vous aviez été au gouvernement ou à la tête de la mairie de Paris? Puisque hier encore, M. Dieudonné faisait un spectacle à Paris. Oui, je vais dire les choses autrement. Tout le monde est d'accord pour dire que les propos sont insupportables. Tout le monde est d'accord pour dire que ces propos ne doivent pas perdurer. Donc, plutôt que de s'enferrer dans un espèce de tête-à-tête, en quelque sorte, de match, Manuel Valls-Dieudonné, est-ce qu'il ne faut pas qu'on regarde si la loi permet d'aller au bout de l'interdiction? Et si la loi ne le permet pas, dans ce cas-là, on se donne les moyens, tout parti politique, ensemble, on peut se mettre d'accord de la réformer. Voilà, c'est ça le sujet que je pose. Parce que là, finalement, on s'enferme dans des questions. Est-ce que le tribunal administratif, est-ce que le Conseil d'État... Écoutez, il y a un accord sur la condamnation des propos. Donc, plutôt que d'organiser en quelque sorte le match n'est pas... Le match est dangereux. Le match fait d'une certaine manière de la publicité aussi à Dieudonné. Et le match fait courir un certain nombre de risques à l'image du ministère de l'Intérieur, à l'image de l'autorité de l'État. Donc plutôt que de s'enferrer dans le match, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement tenir compte du fait que tout le monde est d'accord pour dire que c'est abject? Et donc il faut trouver un moyen de pouvoir interdire. Est-ce que la loi y autorise? Est-ce que la loi permet de condamner? Si la loi ne permet pas, c'est qu'il y a un problème et on doit pouvoir se mettre d'accord pour la modifier. On va passer à Paris, Madame Kosciusko-Morizet. Pour la première fois, vous êtes en tête du premier tour dans la capitale, dans un sondage CSA Figaro, 39% contre 38% à votre adversaire politique, Anne Hidalgo. Est-ce que c'est votre première bouffée d'air depuis des semaines? On sait que vous subissez un NKM bashing depuis quelques semaines. Je vais bien, je vous remercie. Écoutez, en tout cas, ça vous fait plaisir, visiblement, ce sondage. Je vais vous dire, les sondages, je vais peut-être vous surprendre, je les regarde avec une certaine circonspection, je m'en tiens un peu à distance. Alors, forcément, les gens qui les lisent, qui m'en parlent. Je préfère quand on m'en parle avec le sourire. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Mais je passe peu de temps à les commenter. Mais vous ne sentez pas que ça bascule? Est-ce que vous avez le sentiment que la campagne bascule en votre faveur? Je ne suis pas une commentatrice de sondage. Ça, c'est le boulot des commentateurs. Moi, je suis une actrice de la campagne, totalement engagée dans la campagne. Ça fait longtemps que je sens sur le terrain un désir de changement et un désir d'alternance à Paris. Vous me dites que ça se reflète dans les sondages. Pas au second tour, malheureusement. Vous me dites qu'on y sent une dynamique. Anne Hidalgo. Moi, j'en accepte l'augure, mais je vous réponds, j'y travaille. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je fais tous les week-ends, c'est ce que je fais tous les soirs. Et c'est quelque chose que je sens depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, qui correspond, moi, à mon ressenti et qui correspond, je crois, au désir des Parisiens. C'est le plus important. Je parlais du NKM bashing. Il y a eu beaucoup de dissidences. La dernière en date, c'est celle de Charles Becbédé. A priori, Jean-François Copé a lancé la procédure de suspension de son adhésion à l'UMP. Est-ce que c'est un début? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce début de décision de Jean-François Copé? J'ai fait un choix. C'était au printemps dernier. Je l'ai dit très clairement. Et je l'ai dit publiquement, en fait. C'est un choix que j'ai proposé aux Parisiennes et aux Parisiens dans la primaire dans laquelle ils m'ont choisi comme candidate pour l'alternance. C'est faire le renouvellement à Paris. En fait, faire un double mouvement. A priori, il incarnait plutôt le renouvellement, Charles Becbédé. J'ai proposé à la fois le renouvellement et
l'alliance avec les centristes. Vous êtes contente qu'il soit suspendu? En même temps. Attendez, le renouvellement et l'alliance avec les centristes, c'est 2 fois difficile. C'est 2 fois difficile parce que le renouvellement, ça veut dire que vous ne reprenez pas tous les mêmes qu'en 2001 et en 2008. Donc il y a des déçus. Il y a des gens qui voulaient une place qui n'en auront pas. Il y en a qui se voient proposer une place qui n'était pas celle qu'ils voulaient. Et l'association avec les centristes, ça veut dire là aussi qu'il faut faire de la place. Je propose qu'on dépasse les frontières des partis politiques. Pour moi, ce choix, il est majeur, il est fondateur. Okay. Et j'ajoute que il est une condition de la victoire en mars et un gage d'une nouvelle gouvernance après. Je crois que les Parisiens n'ont pas envie que ce soit un seul parti politique qui gouverne. Je crois d'ailleurs qu'ils sont finalement dubitatifs à voir que les sortants qui ont gouverné ensemble pendant 13 ans partent aujourd'hui sur 3 listes différentes et montrent finalement qu'ils n'ont partagé que le pouvoir. Vous ne me répondez pas sur Charles Becbédé. Si, c'est ma réponse. Vous l'avez demandé à Jean-François Copé, la suspension? Mais c'est ma réponse. C'est-à-dire que je ne passe pas plus de temps à m'occuper des dissidents. Quelque part, les dissidents, c'est leur choix, c'est leur problème. Moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix renouvellement et association avec les centristes. Je sais bien que c'est un choix qui est difficile. Il nécessite de faire de la place. Il nécessite de ne pas reprendre tous les sortants. Si j'avais repris, comme ils le demandaient, c'était tous des gens qui voulaient des places sur les listes. Si j'avais repris tous les dissidents comme ils le demandaient... Donc vous ne le reprendrez pas, quoi qu'il arrive? Il n'y aurait pas de dissidents et il n'y aurait pas non plus de perspectives, de chances d'alternance, parce qu'il n'y aurait pas de renouvellement, parce qu'on ne serait pas employé à dépasser les frontières des partis politiques, comme je fais à Marianne Massarel. Donc votre porte est fermée à M. Becbédé, quoi qu'il arrive? Je vous réponds très clairement sur la question Becbédé. J'ai dit que dans le 12e arrondissement, ce n'était pas une bonne idée, que je ne le sentais pas. Il a été envisagé, à un moment, il avait voulu être candidat dans le 8e arrondissement. Moi, dans le 8e arrondissement, j'ai un engagement. J'ai un enjeu important qui est de faire le renouvellement. Le maire sortant, François Lebel, s'est engagé à ne pas être à nouveau candidat. À ne pas se présenter à nouveau devant les électeurs solennellement à plusieurs reprises. J'ai pris acte de ce choix et j'ai donné mon soutien à une femme pour lui succéder en tenant compte de ce choix. Maintenant, la suite des discussions se passe dans les arrondissements. Si elle organisait sa liste de telle sorte que Becbédé y trouve place, pourquoi pas? Je crois que c'est le sens de la médiation qu'a engagé Jean-François Copé. Mais pas dans le 12e arrondissement, non, parce que je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et ce n'est pas un sujet sur lequel je passe beaucoup. Je voudrais vous dire une dernière chose. Oui. Moi, je passe mon temps sur le terrain. Et personne ne me demande avec un ton angoissé dans la voix, mais dites-nous qui est 3 dans le 8 ou qui est 12 dans le 17. Non, personne. Et les Parisiens se préoccupent beaucoup d'emploi en ce moment, se préoccupent beaucoup de sécurité de l'emploi. On va parler de sujets concrets. Mais pas tellement de la sécurité de l'emploi des élus, vous voyez ce que je veux dire? On parle tout de suite des sujets concrets avec Jean-Claude Dacier dans Terre Croisée. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. J'ai le sentiment, erroné peut-être, que la campagne, aussi bien d'ailleurs la vôtre que celle de votre concurrente, hésite encore peut-être un peu entre le national et le local parisien. À votre avis, les Parisiens vont tenir davantage compte de ce qu'ils pensent de François Hollande ou de ce qu'ils pensent de Bertrand Delanoë? Moi, je pense que les deux, en fait, sont complètement associés. Je vous prends un exemple très concret. La question des impôts. 1 euro, c'est 1 euro. Là, les Parisiens, ils auront eu à la suite l'augmentation des impôts nationaux avec le matraquage fiscal par François Hollande, l'augmentation des impôts locaux qui ont augmenté de 40% depuis le début de la double mandature précédente. Et puis là, ils viennent d'avoir en plus l'augmentation des tarifs des transports. 1 euro... Donc ça s'additionne et c'est pas mauvais pour vous. Ça s'additionne. 1 euro, c'est 1 euro. C'est surtout très mauvais pour le pouvoir d'achat. Et donc la question sur un sujet pareil, vous le voyez bien, c'est pas est-ce que c'est national ou est-ce que c'est local. La question c'est quand est-ce que ça s'arrête. J'ajoute que la question est d'autant plus quand est-ce que ça s'arrête que l'attitude des intéressés, François Hollande, Madame Hidalgo, vis-à-vis du problème, elle est la même. Vous regardez les vœux de François Hollande. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. À l'occasion des vœux du réveillon, là, du 31 décembre, il nous a dit « Ah oui, les impôts ont beaucoup augmenté, c'est un problème. » Mais attendez, il a contribué fortement à les faire augmenter. Et maintenant, il dit c'est un problème. Madame Hidalgo dit la même chose à Paris. Ils ont augmenté de 40% les impôts. On est sur la nationale quand même. Et maintenant, elle dit non, c'est la même chose. Je vous dis, Madame Hidalgo dit la même chose à Paris. Ils ont augmenté de 40% les impôts. Et maintenant, ils disent oui, c'est un problème, ça a augmenté au niveau national. Nous sommes un peu co-responsables d'ailleurs, puisque nous soutenons ce gouvernement. On va faire attention au niveau local. Et dans le même temps, en plus, ils préparent de nouvelles hausses d'impôts, puisque les services aux fonctionnaires de la ville de Paris communiquer des informations que
que j'ai rendues publiques qui démontrent que la municipalité actuelle prépare des hausses massives d'impôts, 10% sur la taxe d'habitation, 10% sur le foncier, la suppression de l'abattement pour les familles sur la taxe d'habitation, une hausse de tous les tarifs de tous les services et prestations. Donc ce que je vous dis seulement, c'est que c'est les mêmes qui disent « Oh là là, c'est bien malheureux, les impôts ont augmenté » et qui non seulement ne font rien pour maîtriser les déficits et les dépenses, mais qui en fait préparent d'autres hausses. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer au transport, qui est dans le sondage d'ailleurs du Figaro de ce matin, quasiment aussi important que les problèmes de sécurité. Ah oui. Mais vous n'avez pas la main sur tout. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez prête à remettre les 80 km/h sur le périphérique, mais c'est pas vous qui décidez. Alors d'abord, moi je déplore. En quelques mots, parce que Oui, je déplore que le maire de Paris ait si peu la main sur ces sujets. Je vous prends un exemple très concret. Les grands axes traversants de Paris, qui pour certains nécessiteraient d'être réaménagés. Par exemple, l'avenue du Général Leclerc, bien connue dans le 14e, le grand axe traversant. Il y avait un député vert, M. Baupin, qui avait déposé un amendement que moi, j'ai fortement, avec les députés UMP soutenu, qui consistait à donner l'autorité sur ces axes à la ville de Paris. Aujourd'hui, c'est la préfecture de police. Donc la ville de Paris ne peut pas faire. Donc... Et bien, vous savez quoi? Il s'est rétracté. Et donc finalement, oui, cet donc amendement toucher... qu'on était prêt à voter, il n'a pas voulu le voter. Je le regrette. Je pense qu'un jour, il faudra aller plus loin. Sur la question du périph', le problème du passage de 80 à 70, c'est que ça ne sert à rien, ou plutôt ça sert à faire parler pour ne pas s'occuper des vrais sujets. Il y a un problème majeur de pollution à Paris. Le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise a beaucoup augmenté. Il y en avait 50 et quelques en 2001. Aujourd'hui, il y en a 117 par an. Donc il a en fait plus que doublé le nombre de jours par an pendant lequel la qualité de l'air est mauvaise. Et baisser la vitesse sur le périph' n'y changera absolument rien de l'aveu de tous les spécialistes. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer et mettre en œuvre une mesure du Grenelle de l'environnement que j'avais forgée dans le Grenelle, que la ville de Paris n'a pas voulu appliquer parce qu'elle n'est pas très simple. Enfin, elle n'est pas très simple. Elle est simple, si, mais elle est forte en quelque sorte, qui est ce qu'on appelle les APA, un calendrier d'interdiction des véhicules les plus polluants. Et moi, je propose d'interdire certains types de poids lourds et de cars de tourisme très polluants, les plus polluants. Un mot rapide sur les taxis, sur le monopole des taxis que personne n'ose affronter. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y en a davantage et qu'on attend de moins en moins. Les taxis jaunes ont déposé le bilan. Les chauffeurs privés, je ne sais pas quelle est leur situation, mais on les oblige à attendre 15 minutes avant de prendre la commande. Vous laissez faire si vous êtes élu ou vous Une avez réponse rapide, l'intention... Mme Morizet, on va partir au Conseil d'État dans un instant. Je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas d'accord du harcèlement qui est en train de s'organiser contre les nouveaux systèmes sur Internet. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? Ah mais je suis plutôt pour. Je suis contre le harcèlement, si vous voulez, qui est en train de s'organiser, parce que je pense que c'est une nouvelle offre complémentaire et intéressante. Concernant les taxis, un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que ça ne circule plus dans Paris. J'en ai parlé avec les chauffeurs de taxi. Il y a 20 ans, ils faisaient 20 courses par jour. Aujourd'hui, ils sont à 12 courses par jour en moyenne. C'est un problème pour nous autres Parisiens qui ont envie de prendre les taxis, qui ont besoin des taxis. C'est un problème pour les taxis eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'ils gagnent moins bien leur vie, tout simplement. Et ça, c'est aussi un problème d'aménagement de voirie et d'organisation des pénétrantes dans Paris. Je voudrais juste un truc là-dessus. Très précis, oui. les grandes voies d'accès à Paris, les grandes autoroutes, réserver avoir une voie réservée pour les taxis et le covoiturage, comme ça existait dans le temps sur l'autoroute A1. Ça vous le ferait ? Ah oui, il faut le faire. On vous retrouve dans un instant sur ITV.